cette sortie, je t'emmène dans un endroit très important dans l'histoire de la Bretagne. Dans le pays de Dol, en terre du milieu, on pouvait entendre au Moyen-Âge, pendant les longues soirées d'hiver, conter le récit d'une bataille près de la cheminée, devant les yeux ébahis des enfants. Nous allons nous attarder sur cette ancienne forêt royale de 1000 hectares, véritable témoin du temps où les envahisseurs du Nord débarquaient sur nos côtes pour piller la région, il y a plus de 1000 ans, avant de se sédentariser et d'établir de véritables camps sur place. Je t'emmène sur les lieux où s'est déroulée, à ce propos, la dernière bataille qui a fini par chasser les Vikings de Bretagne. La forêt de Villecartier. Une aventure passionnante. Bienvenue sur ma chaîne. Alors assis-toi confortablement dans ton canapé et partons ensemble sur ce lieu chargé d'histoire. Bataille qui fut amenée par Alain Barbetorre, le comte de Rennes et le comte du Maine, Hugues Ier, en 938. Mais avant de te montrer les images de ce camp viking, sache que cette forêt a été visitée depuis l'époque gauloise. Les Romains en ont même placé une borne militaire en son centre. Tous les 1000 pas sur une voie romaine. Au Moyen-Âge, la forêt était source de revenus également. Les Chouans l'ont prise pour refuge pendant les événements du XVIIIe siècle entre républicains et royalistes. Sous cette canopée de hêtres et de chênes se cache un ancien habitat de fortification remarquable. Un camp habité au Xe siècle par les gens venus du Nord, les Vikings. Cet endroit était probablement une forêt à l'époque, et ce camp s'est installé là relativement tôt, à partir du début du Xe siècle. Le camp profite du réseau hydrographique pour pouvoir s'alimenter en eau et disposer de viviers à poissons. Cependant, on ne venait pas ici en bateau, car trop loin de la mer et des fleuves. Cet endroit servait donc de base à partir duquel les Vikings partaient faire des raids sur l'arrière-pays afin de piller et rançonner les populations pour entretenir leur commerce qu'ils développaient à partir de cet enclos fortifié. Et bien voilà, nous sommes sur l'un des côtés du camp viking et on va le survoler pour que vous preniez conscience de l'ampleur qu'il a. Il y a des talus qui sont à plus de 5 mètres de haut quand même. Les fossés sont immenses aussi, ils font 6-7 mètres je crois de largeur. Donc c'était un camp hyper renforcé, hyper fortifié. Et à côté il y a une source d'eau justement comme je l'avais expliqué. Et on va survoler tout ça. Et on va se diriger après sur l'entrée. Parce que ça c'est pas l'entrée, l'entrée est de l'autre côté. C'était ici que l'on rentrait, que l'on sortait. Et on va survoler justement ce camp pour vous rendre compte un peu de l'importance de ce bâtiment qui était entouré de palissades et à l'intérieur des habitations. Puisque c'était un camp qui était là pour durer. Ça permettait, comme j'ai expliqué, de faire des raids. C'était un camp de base pour partir et attaquer des villages aux alentours. Donc ici étaient les Normands. Et un peu plus haut, nous allons le survoler également, était le camp des Français qui ont à l'époque
fait un camp justement pour observer les Vikings. Un peu plus loin en hauteur, vous allez voir, le camp des Français permettait justement d'observer et justement de pouvoir mettre une attaque le jour J. Voilà, on vient de passer l'entrée. Et là, on est à l'intérieur. Donc c'est assez vaste, hein, puisque ça va jusque là-bas. Et vous allez voir l'ampleur que ça prend vue du ciel. Donc ici, il fallait imaginer plusieurs bâtiments. Je crois qu'il y en avait une dizaine, une quinzaine. Les maisons sont construites de façon très simple. Ce sont de petites bâtisses en bois construites sur des solins en pierre. Chaque maison pouvait faire environ 5 à 6 mètres de longueur, sur 3 à 4 mètres. C'étaient de petits bâtiments qui permettaient de s'abriter et de ranger le matériel, mais dans lesquels on ne vivait pas à cette époque-là. En effet, on ne vivait pas dans les maisons, mais on vivait à l'extérieur. Vous pouvez remarquer l'importance des talus. Et sur cette surélévation, sur ce talus, on peut tout à fait imaginer une sorte de tour en bois qui permettait de surveiller plus loin et de participer à la défense active du camp. Vous avez une surélévation de terre qui vient compléter le talus qui était palissadé. Sur cette surélévation, on peut tout à fait imaginer une sorte de tour de bois qui permettait de surveiller plus loin et de participer à la défense active du camp. On ne connaît pas le nombre des forces vikings, vraisemblablement renforcées par les vaincus des batailles précédentes et les renforts de Guillaume Longue-Épée. La cavalerie bretonne, fidèle à sa réputation, attaque des 3 côtés à la fois. Sidérés par le choc des assauts, les Vikings ne résistent pas longtemps. En quelques heures, la victoire est totale. Ce camp relève sans doute encore et nous cache encore pas mal de choses puisqu'il n'a jamais été fouillé. On aurait pu éventuellement faire quelques sondages dans les fossés, ce qui aurait permis peut-être de trouver des restes d'armement, de pointes de flèches métalliques, d'armement en bronze ou de balles de fronde tout simplement. Le camp a été attaqué un beau matin par les Français qui vont se retrouver plus haut. On va aller justement se rendre sur le lieu. Et donc ils ont été attaqués par 3 ou 4 côtés. Et ils ont pris une déroute et ils ont tous été massacrés. Bien sûr, nous n'allons pas prospecter sur cet endroit puisqu'il est interdit d'y pratiquer la détection de métaux. Mais nous allons nous retrouver plus loin, à 300 mètres dans un champ, pour faire les alentours. Et moi, je vais me diriger en lisière de forêt plus tard aussi pour faire un peu de détection. Donc il faut imaginer ici une entrée avec un porche et tout autour des palissades. Donc la montée de terre plus les palissades, ça devait être quelque chose de très impressionnant. Les palissades qui étaient un moyen de défense très sûr. On a tous en tête l'image du camp d'Astérix et Obélix. Eh bien, c'était exactement le même principe. Ils ont été dans le coin, décimer un peu quelques arbres, couper et construire leur camp et leur habitation. Et c'est ça qui est émouvant, c'est qu'on se trouve réellement devant l'entrée. Là où ça rentrait, ça sortait. Ça allait piller, ça revenait. Ça allait à côté. On a survolé tout à l'heure le plan d'eau. Il y avait un vivier à poissons. Donc ils étaient bien ici. De plus, il faut savoir que dans les camps où vivait une communauté assez importante, toutes les déjections de la vie étaient jetées par les palissades. C'était une tradition de l'époque. Donc ce camp recèle, et le fossé en particulier, de tas d'informations pour savoir comment était organisée cette communauté qui a vécu quand même ici très longtemps. Donc je me trouve ici 1087 ans après l'attaque de ce camp. Un bond dans le passé pour venir admirer ici ce qu'a été une grande bataille. En attendant, voilà l'histoire de ce camp viking qui est l'un des derniers en Bretagne, qui a tenu tête et qui a été décimé
pour en finir avec ces gens du Nord qui sont venus ici piller la campagne bretonne. Donc on va quitter le camp. Je traverse, et là ça remonte, et juste en face, mais beaucoup plus loin, plus haut, le camp des Français. On va aller voir comment il est. Alors de mémoire, il doit être par là. Parce que c'est pas indiqué. Heureusement que je le connais par cœur cet endroit. Voilà, on se trouve sur le lieu, donc des restes d'habitation, de fortification. Vous voyez là, ici c'est en pierre et non en bois. Voilà, donc on est exactement à l'endroit où les Français étaient installés. Donc c'est un système en circulaire. Eux, ils ont bâti quelque chose de circulaire. Donc ça va être compliqué de faire voler le drone de parce que le vent s'est levé et qu'il y a beaucoup d'arbres au-dessus de moi. Donc je vais pas pouvoir le faire décoller, je vais regarder, mais j'ai des doutes. Et on va faire le tour. Alors celui-ci, ce camp est beaucoup plus abîmé. On a du mal à deviner à quoi il ressemblait. Mais encore une fois, ce qui trahit le lieu, c'est les fossés et ce système circulaire. Système de défense en rond. Et là, on est pourtant ici sur ce camp qui devait être à 300 mètres du camp normand. Vous voyez, encore des restes de pierre. Voilà, j'ai fait le tour, donc c'est pareil, hein. Toujours en rond, le fossé qui est creusé en rond et ça repart. Donc pareil, un petit camp assez imposant. Là je me trouve à l'angle. Et là c'est l'angle. Et hop, ça repart, on voit très bien que c'est creusé. Et je vous dis, il est circulaire, mais très endommagé. Contrairement au camp viking qui est relativement conservé le tour. Ici, dans quelques temps, ça n'existera plus. Si les arbres s'installent trop, je vous dis, le terrain va bouger et l'érosion fera son boulot. Je marche dans le fossé, je fais un peu le tour. Des restes de maçonnerie. Peut-être a-t-il été renforcé en pierre, comme tout à l'heure, quand je vous ai montré les petites fondations. Et là, ça tourne, ça fait le tour. Allez, un son à 84, sous de la bruyère. Une petite monnaie, ça sonnait à 84. Ouais, monnaie récente, je pense. Contemporaine, on va dire. Et un visage, j'ai l'impression qu'il y a un visage qui regarde à gauche. Bon, je pense qu'on pourra l'identifier, c'est là, mais on voit que ça saute sur les côtés un peu. Sûrement un alliage cuivreux. Et un peu d'épaisseur. Ça commence bien. Ça fait 30 secondes. Sincèrement, je rentre dans la parcelle. Et je fais déjà ça. Ouais. Eh bien, regarde. Alors ça, c'est... Pour moi, ce serait un petit poids de lestage. C'est pas jeune, c'est vraiment pas jeune. Alors, vu qu'il n'y a pas de point d'eau ici, ça serait peut-être pour la chasse aux oiseaux. Voilà, parce qu'en fait, on chassait les volatiles, donc avec des filets à l'époque, au Moyen-Âge ou même avant. Et ça pourrait être ça, quoi. Donc ça pourrait être ça. Qu'est-ce que c'est un peu? Ok. D'ailleurs, à ce propos, en parlant de volatiles, sais-tu qu'à l'époque de la Rome antique, chez les Romains,
les plats de fête étaient extrêmement extravagants. Dans les plus célèbres, on trouve le flamand rose, très populaire chez les plus nobles. Les Romains l'aimaient farci. Ils appréciaient tout particulièrement sa langue. Le pan rôti était lui aussi très en vogue. On peut citer également les vulves de truie en quenelle, les talons de chameau, les rossignols, qui composaient d'autres plats fous. Un petit anneau à 54, ça sonne mal, hein. Mais quand on n'a pas de pollution, ben on creuse. Alors pour moi, ce serait un clou de chaussure romaine. Ça y ressemble fortement, quoi. C'est en renfort sous les semelles. Et ça ressemble bien à ça. Déjà, j'ai été le chercher hyper profond. Il y en avait un deuxième qui est parti en miettes. Et celui-ci, il est encore bon. Vous voyez, c'est une forme un peu carrée, avec un petit peu de promontoire en haut, là. Et c'était, pour moi, c'est ça. Clou de chaussure. Pour renforcer les chaussures. Cool! Oh putain! La loose! Va détecter avec ça. Bon, je retourne au camion. Je crois que j'ai une deuxième paire. Je viens de te faire un pavé, là. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est plat en bas. C'est pas une monnaie. Donc plat d'un côté avec en dessous la patine du bronze. Ouais, curieux, hein. Ça sonne comme une monnaie, c'était pour moi le format d'une monnaie. Et en fait, ça n'en est pas une. Bon, je vous montrerai bien lavé à quoi ça pourrait ressembler. Il n'y a pas de point, on aurait pu penser à un gros clou, mais non. Ouais, c'est vraiment curieux. Alors, je viens de reboucher mon trou. Mais regarde ce que je viens de te faire. Un vieux crochet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est celui-là, il est... Eh bien, on voit qu'il est travaillé. C'est pas un simple crochet, il est travaillé un peu. Donc il est pas récent, celui-là, il est vieux. Donc sûrement une partie haute qui est cassée. Et la pointe est bien. Elle n'est pas pointue, elle est légèrement carrée ici. En tout cas quelque chose de pas tout récent. Bon, c'est pas l'idéal, puisque les maïs sont pas coupés au pied. Donc entre les... Bon là j'ai des grandes parties où je peux mettre mon disque, mais quand c'est tout petit ici, sur les petites largeurs, c'est pas l'idéal. Mais comme il fait très beau, eh bien on va faire un petit peu aujourd'hui. Et je reviendrai quand ce sera RC. J'ai oublié de demander à l'agriculteur, c'est con, je l'ai eu devant moi et je lui ai posé la question si je pouvais aller dans son champ. Mais pas lui demander quand est-ce qu'il allait RC le coin ou passer la charrue. Et c'est con parce que j'aurais pu lui demander, il m'aurait fixé une date, ça aurait été pas mal.